Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà songé à ce que renferme vraiment une vieille bâtisse perdue au creux des collines? Et si chaque chambre avait le pouvoir, discret mais puissant, de guider les cœurs vers les rencontres qui les transforment en douceur? Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire apaisante où les chemins s'entrelacent, tissant des liens inattendus et révélant la magie silencieuse des lieux. Bonne écoute et douce nuit. Sophie se tenait immobile sous le porche, une clé ancienne froide dans la paume. Devant elle, la façade de l'hôtel se dessinait à la lumière déclinante, pierres blondes, volets écaillés, une glycine enroulée autour de la rambarde. C'était là que, quelques jours plus tôt, le notaire avait prononcé les mots inattendus. L'hôtel, le terrain, les dettes éventuelles, tout vous revient, mademoiselle Sophie. L'air sentait la fougère et la pluie prochaine. D'aussi loin qu'elle se souvenait, tante Maude semblait avoir fait corps avec ces lieux, n'émergeant du papier crépon de ses carnets qu'à l'occasion de rares lettres. Sophie n'avait jamais songé à ce que signifiait veiller sur un hôtel, encore moins perdue dans une vallée presque hors du monde. Elle hésita devant la porte, puis inséra finalement la clé. Un déclic rassurant. L'intérieur, frais, sentait la cire d'abeille et la pomme séchée. La lumière mordorée d'une ampoule halogène dressait sur le parquet des ombres longues pour un balai de meubles fatigués. Une réception minuscule attendait. Une clochette posée sur le comptoir de marbre vert. Elle déposa son sac, fit lentement le tour du rez-de-chaussée, effleurant les contours irréguliers des fauteuils, la patine du bois ciré. Derrière chaque porte close dormait une chambre, 4 à l'étage, 2 sous les combles, ce qu'avait dit le notaire. Il y avait un jardin d'hiver visible derrière un pan de vitre où trônait un philodendron démesuré, enroulant ses tiges tout contre une assise ancienne. La nuit tomba sans bruit, et Sophie monta l'escalier grinçant vers sa nouvelle chambre. Le lit, massif, cerisier, bâillait des draps immaculés. Elle s'y allongea, chaussures encore aux pieds, puis ferma les yeux. À ce silence inhabituel répondit le bruissement du vent. La maison respirait à son rythme, un souffle lent, rappelant à Sophie la sensation d'être invitée, plus que propriétaire. Durant cette première nuit, son sommeil, entrecoupé, fut traversé de songes étranges. Elle rêva d'une porte qui s'ouvrait toute seule, d'une discussion chuchotée dans un couloir inconnu, d'un rire d'enfant. Mais ce qui la réveilla, c'était la conviction que, dans une pièce voisine, une personne attendait sa venue. La présence n'était pas oppressante, elle évoquait plutôt l'impatience tendre d'un animal pelotonné à la lisière des draps. Au petit matin, elle descendit, encore enveloppée d'appréhension. Le hall baignait dans une clarté mielleuse. Sophie sentit immédiatement sur elle le regard des lieux. Le miroir du fond captait la lumière, renvoyant une image légèrement décalée, presque comme un clin d'œil discret. Elle s'apprêta à préparer du café lorsque la sonnette tinta, coupant le silence. Une femme âgée se tenait sur le seuil, valise à la main, le visage épanoui d'un sourire mystérieux. Avec la même douceur que tante Maude, elle glissa. « On m'attendait, je crois. Toujours la même chambre. » Sophie hésita, puis acquiesça, étonnée d'être, à peine arrivée, déjà attendue. Elle remit la clé à la voyageuse, qui gratifia l'instant d'un regard complice.
derrière la porte refermée, Sophie sentit poindre la certitude que rien ne serait jamais pareil. Tandis qu'elle rangeait des tasses, elle entendit un éclat de voix dans la salle à manger vide. Un murmure, une intonation, qui semblait l'inciter à observer le rythme discret du lieu. Sophie s'approcha d'une étagère pour feuilleter un carnet oublié. Au fil des pages, des noms s'enchaînaient, chacun accompagné d'une phrase manuscrite, bribes d'histoire, remerciements discrets, allusions vagues à une rencontre. Un simple « merci pour la lumière », un allusif « j'ai trouvé la réponse ici ». Un souffle d'air fit frissonner la page. La sensation étrange s'intensifia. Sophie se demanda si, dans cet hôtel, les chambres veillaient sur leurs hôtes autant que l'hôtesse elle-même. Sophie avait préparé du café comme on allume une veilleuse face à l'incertitude. Les premières notes d'amertume réchauffaient la salle à manger, où les ombres du dehors s'invitaient à travers les rideaux fleuris. Quand la clochette tinta une seconde fois, elle accueillit deux nouveaux hôtes. Un homme voûté, la cinquantaine burinée, porteur d'un sac élimé, et une jeune femme aux yeux vifs, en manteau trop grand pour elle. Luc prit la main que tendait Sophie, la remercia d'une voix basse. Luc Lebrun, enseignant à Paris. Il paraît que la ville fatigue, mais je trouve qu'elle épuise plus qu'elle n'enrichit, certains soirs. Emma observait le hall à travers ses cheveux détachés, le regard curieux, presque enfantin. Emma, je cherche juste un peu de silence et de quoi comprendre pourquoi tout ça pèse si lourd quand le monde semble léger aux autres. Sophie leur confia deux clés attenantes. Le hasard, ou autre chose, leur réservait, à table, deux places côte à côte. Un livre entrouvert garnissait la table, une nappe blanche, du pain frais. Luc croisa le regard d'Emma. « Cela fait longtemps que tu parcours les maisons inconnues », lança-t-il sans calcul. Emma eut un sourire fragile. « On pourrait dire que je me perds d'auberge en auberge, mais en vérité je fuis surtout l'idée d'avoir à décider de ce que je devrais faire. Il y a toujours ce qu'on attend de nous, ce qu'on croit devoir atteindre, mais je n'ai pas trouvé comment être à la hauteur. » Elle sauta un morceau de croissant, évitant ses yeux. La réussite, c'est peut-être juste survivre à soi-même. Luc remua son café, lentement. Sa fatigue se lisait dans la tension de ses épaules. Je pourrais écrire des dissertations entières sur la peur de l'échec. J'enseigne à des adolescents brillants qui s'imaginent qu'une note scelle une vie. Mais parfois je me demande qui de l'enfant ou du professeur poursuit la performance. Je me suis souvent réveillé avant l'aube en me reprochant de ne pas avoir fait mieux. Il laissa la phrase flotter. Emma releva la tête. Dans l'ambiance feutrée, ils devenaient peu à peu complices d'une reconnaissance mutuelle, celle de l'épuisement qui guette même les plus obstinés. On croit souvent qu'on est seul à douter. Mais ce que tu dis... Elle chercha ses mots, songeuse. On ne nous apprend pas à être médiocres, à accepter le juste assez. Pourtant, c'est là que je me sens vivante, parfois, dans le creux. Luc acquiesça d'un sourire triste, ravi de se savoir compris. Peut-être que tout ce qui fatigue n'est pas fait pour nous. J'ai cru longtemps devoir dévorer chaque opportunité. Mais la fatigue, parfois, ce n'est pas un échec. C'est le corps qui réclame la tendresse. Tu penses qu'on peut apprendre à réussir moins fort, mais mieux? Emma pinça les lèvres, réfléchissait. Dehors, la pluie se mit à tambouriner la verrière. Ici, on dirait que même le temps ralentit. On pourrait essayer, pour quelques jours au moins, de ne pas se juger. Juste rester. Le silence coula entre eux, dense mais apaisé. Un merle ébouriffé sauta sur la rambarde, une tache vive dans la brume. Sophie, derrière le comptoir, observait les épaules qui se détendaient, la lassitude qui se déliait.
Dans la lumière jaune d'un matin simple, les certitudes pliaient, juste assez pour laisser passer un courant d'air neuf. Les jours prenaient des teintes insoupçonnées à l'hôtel. Chaque matin, en disposant les clés sur le vieux comptoir de noyer, Sophie se laissait glisser dans le soupçon délicat que chaque chambre influençait doucement le séjour de ses hôtes. Alice s'était installée dans la pièce bleue, la plus silencieuse. Un refuge baigné de lumière diaphane où flottait l'odeur subtile du jasmin du jardin. Alice écrivait, souvent tard, penchée sur un carnet, ses mains agitées par des phrases inassouvies. On l'entendait marcher durant la nuit, comme si les planches chuchotaient sous ses pas, la chassant du sommeil. De la fenêtre, Sophie la devinait, silhouette effilée guettant la lune, ou murmurant des bouts de dialogue à voix basse. Ce soir-là, le hasard, ou la chambre, pensa Sophie sans sourire, plaça Alice face à Hugo, le jardinier, au salon, devant la bibliothèque. Hugo, bras solides, visage tanné par des étés passés sous des arbres, paraissait d'un calme inébranlable. Peu bavard, il passait la majorité de ses journées dehors, main dans la terre, et trouvait dans la routine des semis une forme d'apaisement. Il s'asseyait à la même place chaque soir, près de la porte-fenêtre, comme s'il attendait le crépuscule. Un livre, recouvert de cuir pelé, attira leur attention presque simultanément. Alors qu'Alice s'en saisissait, Hugo hésita. « Je croyais que plus personne ne lisait cet ouvrage. On dirait qu'il choisit ses lecteurs, celui-là. » L'ironie légère dans la voix d'Hugo surprit Alice, qui leva les yeux, amusée. Peut-être qu'il s'anime quand il craint d'être oublié. Ça arrive aux histoires. Ils tournèrent ensemble les premières pages, découvrant un recueil ancien de lettres jamais envoyées, des fragments de voix anonymes. Hugo lit à voix haute un passage sur la mémoire des lieux, et Alice, soudain ébranlée, nota la clarté de son timbre. Elle murmura « On dirait que ces mots viennent d'ici, de cet hôtel, ou… » Elle n'osa finir la phrase. Le silence de la pièce devint complice. Hugo, mal à l'aise d'abord, se surprit à commenter. Il y a des phrases qui poussent comme les graines, discrètes, mais elles savent quand surgir. Parfois j'ai l'impression d'entendre mes propres pensées dans ces textes, comme si un écho me revenait. Alice fixa ses mains, marquées de terre brune. Vous devriez écrire, vous savez. Il y a des nuances dans votre façon de parler que la page attend. Hugo haussa les épaules, faussement indifférent. Je parle aux plantes toute la journée. Les mots, ceux du papier, me semblent moins familiers. Elle lui tendit le livre, insista. La familiarité, c'est ce qui fait peur au fond. Mais c'est là que les histoires retrouvent leur force. Vous m'aidez à lire la suite. Leur voix alternait de page en page. Puis Alice saisit un carnet vierge dans sa besace, nota quelques phrases inspirées de leur lecture. Elle sentit une impulsion neuve, une envie de roman différent, nourrie d'un échange inattendu. Hugo la regarda, timide, découvrant en lui le désir de raconter, pour la première fois, autrement qu'aux arbres. Au 4e matin, Sophie remarqua Jeanne dans la salle à manger, installée toujours à la même table, dos à la lumière, le regard animé par une curiosité tranquille. Les rideaux filtraient une brume mate qui semblait tempérer le tic-tac des horloges, dessinant sur la nappe en dentelle de petits nuages grisâtres qui oscillaient au gré de la brise. Jeanne sollicitait rarement l'attention, mais aujourd'hui, elle leva les yeux. « Vous dormez mal, Sophie. On le voit au creux de vos joues. » Le ton, sec et maternel, arracha à Sophie un sourire surpris. Assise en face, Sophie sentit sa fatigue se dissoudre dans la voix cadencée de Jeanne. Les viennoiseries piquaient à peine sous la cloche en verre,
mais Jeanne ne semblait intéressée que par le paysage intérieur des autres. « J'ai connu 3 propriétaires avant vous. Chaque fois, l'hôtel les a choisis, pas l'inverse, » lança-t-elle à brûle-pourpoint, étirant un peu son accent du sud-ouest. Un rire contenu se suspendit entre elles, comme si le propos avait été une farce ancienne. Sophie fronça les sourcils. « Vous croyez vraiment qu'un lieu puisse vouloir quelque chose? Ce n'est qu'un assemblage de murs et de souvenirs, non? Vous verrez, on croit toujours ça au début. Puis on se souvient d'événements, de portes qui grincent au bon moment, d'une chambre qui apaise ou bouscule. L'hôtel, il n'a pas besoin de parler, il invite. » Souffla Jeanne, ramenant sa tasse à porteret de lèvres gercées. Les heures, ensuite, prirent la couleur de la conversation. Dans le jardin, à l'heure tiède où la brume levait sa mise, Jeanne montra du doigt la glycine nouée autour d'une colonne. La tantane prétendait que la glycine n'avait jamais grimpé d'elle-même. Un matin d'avril, elle était déjà là, comme si elle savait reconnaître les murs accueillants. Il y a des coïncidences trop parfaites pour être seulement du hasard. Sophie tenta de se raisonner, mais en essuyant le comptoir, elle revit Alice et Hugo penchés sur leurs vieux livres, ce timing irréprochable des rencontres. Elle songea aux clés, réparties chaque matin guidées par une intuition discrète, jamais identique, jamais vraiment décidée. Par jeu, elle laissa la clé de la chambre verte dans une position incongrue. À midi, un couple exténué s'y présenta, déclarant avoir besoin de retrouver un sommeil serein, rien d'autre. Ce soir-là, Jeanne s'installa près de la bibliothèque, feuilletant nerveusement un album photo jauni. Elle montra une image d'un groupe sur le perron, chacun semblant tourner la tête au même instant, vers la même chose hors champ. Parfois, les gens viennent ici sans comprendre ce qu'ils cherchent, mais ils repartent en sachant autre chose. Croyez-moi, ce n'est pas anodin. Un bourdonnement ténu s'invita dans la mémoire de Sophie. Des phrases qui semblaient émaner du papier peint, la sensation de marcher sur un vieux tapis chargé d'âmes anciennes. Elle glissa une question, à demi-mot. « Et vous, Jeanne, pourquoi revenez-vous toujours ?» Jeanne posa l'album, pensive. « Je viens pour me rappeler qui j'étais. Et à chaque visite, l'hôtel me souffle un détail oublié, une sensation revenue. Il n'y a que ces chambres pour me rendre la mémoire. » Le soir, Sophie, levée dans la grande chaise près de la fenêtre, prit conscience d'un frisson, un plaisir timide, presque enfantin. Chaque événement du jour avait emboîté le pas du précédent avec une logique invisible, douce, presque déconcertante. Le tic-tac des horloges murmurait un rythme qui lui échappait encore. Elle se coucha en se demandant si, comme le prétendait Jeanne, la maison la guidait pas à pas dans une histoire plus vaste, tissée bien avant elle. Au crépuscule, l'orage tapissait le ciel de longs rubans cuivrés. Sophie, le dos noué par la tension de l'attente, surveillait l'entrée. C'est alors que Gabriel franchit le seuil, silhouette longiligne détrempée, portant sa valise comme on tirerait une question sans réponse. Il avait l'air d'avoir traversé bien plus que la lande marécageuse. Quelque chose dans sa posture, son regard brillant mais brisé, disait la fatigue de ceux qui errent longtemps sans vraiment arriver. Un claquement sec de tonnerre fit vibrer l'air pendant que Sophie lui tendait une serviette. Gabriel esquissa un sourire contrit, des gouttes perlaient au bout de ses cheveux. « J'échange volontiers une chambre contre un instant de chaleur, » murmura-t-il, comme s'il avait oublié la routine des formules de courtoisie. Saisie par sa voix rauque, Sophie l'invita à s'installer dans le salon. Le feu y couvait paresseusement, projetant des ombres mouvantes sur les coussins usés. Délaissant l'administration à plus tard, elle fit signe à Louis, le cuisinier, de préparer du thé. Louis,
habituellement occupé à jongler entre marmites et casseroles, parut ravi de cette rupture dans son rituel. Il rejoignit Gabrielle, plateau à la main, posant la théière d'un geste ample. « Vous êtes arrivé juste avant le déluge. Par ici, il faut savoir écouter la pluie. Elle n'est jamais la même, dit-il. » Gabrielle soupira, ses doigts effleurant la tasse. « La pluie, c'est ce que j'aime retrouver dans chaque ville. Elle a des parfums différents, selon qu'on a envie de rester ou de partir. » Louis, bien qu'attentif à ces mots, regardait avec curiosité ce voyageur qui semblait porter tous les orages sur ses épaules. Il s'assit sans façon, la cape maculée de farine, et, sans attendre, lança « Qu'est-ce qu'on cherche à voyager autant ?» Gabrielle esquissa un rictus, surpris par la franchise tranquille de son hôte. On fuit ce qu'on croit connaître, ou alors on croit trouver quelque chose qui nous manquerait. Mais, à force, tout devient flou, même le goût du café le matin. Le silence se fit. La pluie frappait maintenant drue contre les volets. Louis, soudain bavard. « Moi, je ne suis jamais parti. J'ai toujours cuisiné ici. Je me donne des airs de globe-trotter avec mes épices. Ça fait illusion. Mais en vérité, j'ai peur de voyager. » Gabrielle releva la tête, soudain plus vif. « Il n'y a pas d'endroit parfait. Seulement des endroits qui révèlent ce qu'on redoute. Peut-être que partir, c'est aussi risquer de se retrouver, pas de se perdre. » Un éclat complice traversa le regard de Louis, comme s'il venait de découvrir une recette secrète à l'instant. Ils burent à petites gorgées, complices silencieux. La tempête devint leur langage, le salon leur abri intime. Louis confia, d'une voix basse, « Je cuisine pour voyager sans risque. Mais ce soir, vous me donnez envie d'ailleurs. J'avais oublié ce goût-là. » Gabrielle, touchée, ranima un souvenir simple. Un feu partagé, une conversation à la dérive, l'intime conviction qu'on pourrait recommencer quelque part. Les minutes coulèrent, denses comme un bouillon de veille, essentielle et inédite. La pluie redoublait d'intensité, scellant ce pacte muet entre deux hommes endormis de solitude et soudain éveillés par l'idée d'un détour. Louis se leva, pris d'une fièvre neuve. « Demain, je prépare mon plat d'enfance. Je le dédie aux routes que je n'ai pas osé prendre. À vous. » Gabrielle inclina la tête, le regard ailleurs. La pendule grinça. La tempête cinglait les vitres. Au lever du jour, Sophie flânait dans le couloir, attentive aux échos feutrés de l'hôtel. Chaque matin apportait sa brise particulière, une odeur de pain chaud, le murmure d'un balai contre le parquet, la rumeur ténue d'un rêve encore suspendu. Ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une inédite sensation de possibilité. Après avoir salué Louis, déjà penché sur des légumes frais, et adressé un discret sourire à Gabriel assis devant son carnet, elle sentit l'irrésistible appel du grenier. Un tiroir autrefois coincé avait cédé la veille sous ses doigts, libérant une clé de laiton terne, gravée d'un mystérieux « R ». Intriguée, Sophie gravit les marches étroites, la clé serrée dans la paume, guidée par une impatience douce. Dans la pénombre granuleuse du grenier, elle poussa une malle. Au fond, un épais registre à la couverture de cuir piqué l'attendait, juste à côté de vieilles cartes postales et d'un porte-plume fendu. Le livre exhalait une odeur de cire, de poussière, de mots tus. Elle le souleva, le posa sur un tabouret et l'ouvrit comme on entr'ouvre un secret. À l'intérieur, une page tremblait. 1936. L'écriture était soignée, ponctuée de traits presque timides. Merci pour cette nuit d'insomnie réparée par le chant de la pluie et la chambre verte, où j'ai enfin trouvé le courage de demander pardon à mon frère. Plus loin, en 1971, une note griffonnée nerveusement. Je suis venu pour fuir. Je repars avec la certitude d'être attendu quelque part.
la lumière du salon a dissipé une peur trop ancienne. Sophie glissa lentement d'une année à l'autre. Ici, un dessin maladroit de la cuisine, là, une fleur séchée écrasée entre deux confessions. Certains messages tenaient du poème. Dans le bruissement des feuilles, j'ai entendu ma voix d'enfance, perdue depuis longtemps. D'autres, d'une simplicité désarmante, évoquaient un thé partagé ou une fenêtre qu'on n'osait plus ouvrir. Tour à tour, les pages chuchotaient. L'hôtel semblait recueillir les failles, les hésitations, les pas de côté de ses voyageurs. Plus étrange encore, chaque récit s'accordait aux besoins avoués ou à demi formulés de celui qui avait écrit. Comme si, à chaque passage, la maison choisissait l'ambiance, l'angle de la lumière, voire la disposition des meubles pour épouser le silence d'une attente ou la nervosité d'un espoir. En découvrant ce ballet discret, Sophie sentit le frisson d'une complicité inédite. L'hôtel, loin de n'être qu'un décor, devenait acteur. Il accentuait le timbre des conversations, guidait les regards sur un détail oublié, favorisait les retrouvailles avec des pans refoulés de soie. Elle repensa à Louis, à Gabriel, à la manière dont chacun avait trouvé, sans le chercher, un miroir inattendu dans les murs ou les voies du lieu. Elle s'attarda sur une page vierge, puis trouva une inscription à l'encre violette, datée d'il y a 17 ans. On m'a offert ici un matin neuf. Ce n'était pas le voyage que j'avais prévu, mais celui dont j'avais besoin. Celle-ci, étrangement, était signée de la main même de sa tante, reconnaissable à son élégante boucle sur le L de Lucille. Le cœur battant, Sophie réalisa que le livre n'était pas un simple recueil d'anecdotes. Il formait une constellation sensible, reliant les histoires invisibles de tous ceux qui avaient traversé la bâtisse. Chaque passage, chaque transformation intime, formait un fil nouveau dans la trame secrète qui unissait le passé, le présent et les promesses délicieuses de la prochaine rencontre. Sophie savait que la chambre du coin abritait la lumière la plus généreuse de la bâtisse. Elle veilla à la préparer soigneusement pour Claire et Maxence, arrivés d'un pas raide, leurs valises heurtant le vieux carrelage comme deux résignations. Elle perçut tout de suite le surmenage dans leurs gestes imperceptibles. Regard retenu, mots choisis, silence épais. Pourtant, un éclat particulier anima la pièce lorsque Sophie ouvrit les rideaux. Les rayons du matin découpaient les contours du vieux fauteuil, effaçaient la fatigue sur leur visage, invitaient à baisser la garde. Leur première nuit fut douce, bercée par les bruissements du jardin venant s'infiltrer à travers les persiennes anciennes. Depuis le lit, une vue apaisante sur le pré, les ombres des pommiers dansaient sur le drap blanc, comme pour distraire les pensées fatiguées de tourner en rond. Ce fut aussi la première fois depuis longtemps, confierait plus tard Claire, qu'ils purent simplement écouter. Au dehors, le chant d'un merle. À l'intérieur, un frôlement d'hésitation à se tourner l'un vers l'autre. Au petit matin, Sophie disposa la table dans le salon pour eux seuls, arguant d'une occupation fictive de la salle à manger. La lumière de la baie vitrée baignait la pièce. Claire, la première à descendre, s'arrêta de justesse à l'embrasure, touchée par cette attention tranquille. Elle hésita à s'asseoir, puis se lança. « Tu trouves pas ça étrange qu'on soit juste là, au calme tous les deux ?» Maxence esquissa un sourire, s'installant en face d'elle. Il y a si longtemps qu'on n'avait pas pris un petit déjeuner sans se parler du travail, ou de la maison, ou du bruit. Le repas fut plus long que prévu. À mesure que le café refroidissait, quelques souvenirs réapparurent. Le souvenir d'une montagne gravie ensemble un été, d'un rire perdu depuis des mois. Ils se mirent à parler, doucement d'abord, puis d'une voix plus assurée, ralentissant les fourchettes entre deux phrases,
cherchant sans hâte la sincérité. La seconde nuit, la chambre devint complice. Les bruits du dehors devinrent des alliés discrets. Une chouette ulula, l'eau d'une bassine claqua sur la pierre du jardin, et Maxence, qui n'osait plus toucher la main de Claire, posa sa paume sur la sienne, comme on choisit une direction nouvelle. Claire ne retira pas sa main. Allongés, ils parlèrent jusqu'à ce que l'aube efface les ombres, entrelacées dans cette lumière ancienne que la chambre semblait avoir gardée pour eux seuls. Les mots tombèrent, parfois maladroits, mais toujours désireux d'ouvrir les fenêtres. On a peut-être juste besoin d'un endroit où on peut s'entendre à nouveau, chuchota Maxence. Au matin de leur départ, Sophie sentit dans l'air un changement subtil. La tension semblait s'être dissoute, remplacée par une forme indéfinie de douceur et de complicité retrouvée. En remettant la clé à Sophie, Claire glissa un mot léger. « Merci. Je crois qu'on va tenter à nouveau. » Maxence ajouta, l'œil pétillant. « On reviendra. » Puis ils franchirent la porte côte à côte, chacun portant ses valises d'une main, libre, pour la première fois depuis longtemps, de les poser ensemble où bon leur semblerait. Le soir descendait sur la cour, enveloppant la pierre pâle et les arceaux du jardin dans une lumière dorée. Après le départ de Claire et Maxence, le tumulte de la journée s'était lentement dissous, laissant les bruits discrets reprendre possession des lieux. Sophie s'attarda au seuil de la porte, sa tasse tiède entre les mains, observant l'ombre allongée du vieux poirier sur les gravillons. Une brise légère agitait les pivoines fatiguées, balayant quelques pétales désormais inutiles. Ce moment fugace, où tout semblait suspendu, la poussait à se demander si elle faisait partie du décor ou si, sans lien visible, elle tissait elle-même les trames de ces rencontres. Ses souvenirs d'enfance lui revenaient, éclat flou d'après-midi passé sous le porche de sa tante, un livre ouvert sur les genoux, à rêver des histoires cachées derrière les murs. À présent, c'était elle, l'observatrice, guetter des gestes, saisir des murmures, capter le frémissement d'un changement. Le claquement imprévu d'une porte contre le mur tira Sophie de ses pensées. Elle se retourna, persuadée d'avoir tout rangé, et aperçut sur le dallage une petite enveloppe coincée sous le heurtoir. Son nom était écrit d'une écriture familière, fine, presque hésitante. Sophie hésita avant de ramasser le pli, le poids du papier dans sa paume éveillant en elle un frisson sans cause. De retour dans la cuisine, elle observa longuement l'enveloppe sous la lumière jaune. Elle reconnut sans doute possible l'écriture de sa mère, disparue depuis tant d'années. Les souvenirs remontèrent, embrouillés par le temps. La voix de sa mère l'appelant au jardin, les dimanches silencieux, des conversations avortées, trop courtes ou jamais conclues. Comment cette lettre avait-elle pu surgir maintenant, ici? Sophie fit lentement glisser son doigt sous le rabat, retenant sa respiration. Le papier était fin, à peine froissé. Quelques lignes seulement, tracées de cette plume reconnaissable entre toutes. Sophie, si tu lis ceci, c'est que le lieu t'a offert sa confiance. J'aurais voulu te dire tant de choses, mais tout m'a toujours semblé trop fragile. Sache que la rencontre la plus importante ne se fera ni dans le passé, ni dans mes souvenirs. Elle est devant toi, et toi seul la reconnaîtras. Ne ferme pas la porte trop vite. La voix de sa mère, ténue mais inébranlable, résonnait à travers les mots. Sur la table, le faible reflet de la lueur électrique vacillait sur l'encre noire, comme si un souffle venait troubler l'air. Sophie sentit monter une émotion diffuse, réchauffante, qui ne ressemblait ni à la nostalgie, ni à la peine. Peut-être était-ce le soulagement d'une attente dont elle n'avait pas eu conscience. Dehors, la cour baignait toujours dans les restes du crépuscule. Le passage quotidien des voyageurs,
la trajectoire des conversations, les liens tissés dans la discrétion. Tout semblait converger vers quelque chose qu'elle n'avait pas encore aperçu. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie comprit que l'inattendu n'était pas une intrusion, mais la promesse d'un appel. Le grincement du portail, en bas, s'imposa soudain, comme une réponse silencieuse. Pierre apparut dans l'encadrement de la porte, coiffé d'un feutre sombre dont il ne se sépara qu'après une lente hésitation. Sophie ne vit d'abord qu'un visage marqué, une barbe de plusieurs jours, ses yeux lourds de fatigue, mais où flottait, étrangement, une curiosité enfantine. Il lui tendit une valise quelconque et sans plus de formalité, déclina simplement. Pierre. Pas de nom de famille, pas de provenance. En l'accompagnant jusqu'à la chambre, elle sentit naître une sorte de trouble, comme si elle le connaissait depuis longtemps ou avait rêvé ce moment à peine plus tôt dans la journée. Ils se contentèrent d'échanger quelques mots sur la météo, la saison trop sèche, le ciel lavé du soir. Mais déjà, quelque chose se déposait, un art silencieux de la présence, inaccoutumé. Au dîner, Pierre s'installa exactement à la place où la lumière du lustre tamisait les reliefs de son visage. Il mangea en silence, puis, levant soudain les yeux, il demanda avec douceur « Vous croyez au hasard ?» Sophie, surprise, faillit répondre par automatisme, puis s'arrêta, cherchant la sincérité. « J'ai parfois le sentiment que ce qui paraît accidentel est tissé plus subtilement. Surtout ici. » Pierre acquiesça d'un signe vague. « Je comprends. La plupart du temps, on s'efforce de donner du sens à ce que l'on croise. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de logique autre que d'être simplement ici, maintenant. » Il posa ses mains à plat sur la nappe, paumes ouvertes. Le silence s'étira. Loin d'être gênant, il avait la consistance d'une étoffe, propice à la réflexion. Pierre reprit, sans hausser la voix. « Et l'amour, est-ce aussi un hasard ou une fidélité mystérieuse au lieu qui nous façonne ?» Sophie sentit sa gorge se serrer, sans tristesse. « J'ai parfois confondu l'attachement à un lieu avec l'attachement à une personne. Ici, je crois que les murs savent quelque chose de moi que j'ignore. » Elle s'étonna d'avouer tant à un inconnu, mais la confiance s'était installée, inexplicable et profonde. Pierre sourit, ses traits s'adoucissant. « Ma maison m'a toujours échappé. Peut-être qu'on ne fait vraiment corps qu'avec un endroit qui nous attend. » Il tourna son regard vers la fenêtre, laissant filtrer la lumière des veilleuses sur les verres. Ils discutèrent tard, abordant les méandres des souvenirs, les coïncidences devenues routes, les noms oubliés qui assourdissent ou révèlent. Pierre ne cherchait jamais à guider la conversation. Il ouvrait des portes, laissait circuler des idées ou des silences, s'inclinait humblement devant le doute, suscitait chez Sophie une écoute nouvelle. À un moment, il demanda simplement « Qu'attendez-vous de ce lieu, Sophie ?» Elle hésita, se sachant sur le bord d'une vérité. « Peut-être de comprendre pourquoi j'y reste, et si c'est encore de moi qu'il s'agit. » Pierre hocha la tête, l'ombre d'un sourire dans le regard, ce mélange rare de compréhension et de mystère. La pendule du couloir égrenait les secondes, chacune plus paisible que la précédente. Sophie s'essaya à la gratitude silencieuse, pour la conversation, la soirée, pour cette présence qui, sans l'envahir, s'accordait à sa propre solitude. Pierre s'excusa, prétextant un besoin d'air, franchit la terrasse et disparut vers les profondeurs du jardin, laissant dans la pièce une densité inhabituelle, celle d'une rencontre qui venait à peine de commencer. La nuit était tombée, tiède, ourlée de cette promesse étrange qui demeure au creux des grandes rencontres. Sophie flâna dans la cuisine,
chaque geste ralenti par la conscience vive d'un moment suspendu. La tasse de pierre, encore tiède, restait posée à l'endroit exact où il l'avait laissée. L'arrière-cour, baignée d'ombre, aspirait le silence dans l'épaisseur de la nuit. Elle se surprit à attendre le bruit de ses pas, peut-être sur le gravier, ou la porte qui se refermerait doucement. Au lieu de cela, elle trouva un pli, laissé sur la table. La feuille, vierge à première vue, dessinait à la lumière une empreinte presque invisible. Un entrelac de lignes, comme un chemin ou un vieux plan. Au centre, son prénom, écrit d'une main ferme. Sophie hésita avant d'ouvrir la porte donnant sur le jardin. L'odeur de la terre s'y mêlait à celle d'un gros séier, à demi sauvage. Pierre était là, assis sur le vieux banc sous le chèvrefeuille. Elle s'installa à ses côtés sans bruit. Un long moment s'écoula, ponctué seulement par le froissement timide du vent nocturne. « Merci d'être venu », glissa Pierre. Sa voix était grave, mais lavée de toute gêne. Il contemplait devant lui non pas la nuit, mais ce qui, peut-être, la devançait. Parfois, il faut bien accepter de n'avoir pas toutes les clés. L'essentiel, c'est ce qui survient quand on se laisse approcher. Sophie sentit l'apaisement couler en elle, une présence sereine, à l'image de cette ombre assise à ses côtés. « J'ai toujours pensé que mon histoire était liée à cet endroit », souffla-t-elle. Mais ce soir, j'ai le sentiment que chaque rencontre réécrit en douceur ce que ce lieu attendait de moi, que j'ai cessé d'attendre pour me laisser changer. Pierre acquiesça sans rien ajouter, s'autorisant un silence nu de ceux qui forment des souvenirs profonds. Elle perçut leur respiration commune, la résonance inattendue de deux échos, peut-être complémentaires. Alors, ils parlèrent peu. L'essentiel était passé ailleurs, dans la cohabitation de leur solitude, la simple présence, l'accord profond sur la nécessité de ne pas tout expliquer. Les heures glissaient comme une eau lente, et Sophie, attentive, sentit pour la première fois que le jardin ne retenait personne. Il ouvrait seulement, sans bruit, ses portes invisibles. Quand Pierre se leva, ce fut sans hâte, sans promesse. Il salua d'un geste tendre. La nuit redevint paisible, intensément vivante. Sophie, restée là, sentit que quelque chose d'essentiel venait de s'accomplir. Le passage discret d'une présence qui, sans jamais peser, avait soulevé en elle le fil d'un recommencement. Et dans le demi-jour montant, elle sourit à l'idée qu'aimaient tant ses hôtes. Ce lieu n'était jamais tout à fait le même, ni tout à fait différent, après une rencontre. Merci d'avoir veillé cette nuit avec moi. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.